bonjour à tous et à toutes. Donc on va vous faire un webinaire là sur les usages de la vidéo en EPS et comment ça va pouvoir être utilisé pour favoriser donc les apprentissages moteurs chez nos élèves, mais aussi une bonne part de l'autonomie. Donc pourquoi on a fait ce choix-là? Dans un premier temps, on nous a demandé de trouver un usage le plus simple possible du numérique en EPS, qui nécessite pas a priori de manipuler la tablette beaucoup et surtout d'avoir des connaissances basiques en informatique. Le but c'est pas de vous mettre en difficulté, mais d'avoir quelque chose d'extrêmement simple à utiliser, mais surtout qui soit réutilisable vraiment immédiatement. Et donc dès demain matin, vous pouvez attaquer avec, il n'y a pas de souci. Ouais, et ça c'est un peu vrai sur tous les travaux du pôle que vous pourrez retrouver là sur le site que Sébastien a montré tout à l'heure. Tous les travaux du pôle en fait sont une clé en main en fait pour les collègues. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser directement nos productions, ou alors ce qu'on va vous présenter dans les différents webinaires, ça veut dire que demain matin vous êtes dans votre établissement, vous pouvez immédiatement en fait mettre en application tout ce que nous on va vous présenter, quoi. C'est ça vraiment. Et aussi, nous, ce qu'on souhaitait, c'est que c'est un vrai impact sur la pratique. C'est pas qu'un gadget. Il faut que ça ait un intérêt pour vous et pour vos élèves surtout sur leurs apprentissages moteurs. Donc, quand on nous a posé cette question-là, c'est vraiment la vidéo qui nous est venue tout de suite à l'esprit. C'est quelque chose qui est maintenant intégré dans toutes les tablettes, qui est facile d'accès. Et donc, on va vous présenter quelques outils vidéo qui sont vraiment intéressants, qu'on utilise nous quasiment au quotidien. Donc au niveau du déroulé du webinaire, on va commencer par les appuis théoriques institutionnels. On va aller très vite là-dessus. Le but c'est pas de vous saouler avec ça, mais de faire quelque chose vraiment de rapide. Ensuite, on va vraiment passer un gros moment, 35 minutes à peu près, sur la présentation des applications et quels sont les usages qu'on peut en faire. On va vous montrer des exemples de terrain que nous on utilise ou que des collègues utilisent. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient du terrain. Et puis on garde un petit temps en fin de webinaire de questions-réponses ou après, s'il n'y a pas de questions-réponses, le webinaire prendra fin. Donc, au niveau des appuis théoriques et institutionnels, au niveau des données scientifiques, on a retiré des données là qui viennent vraiment de l'EPS ou de l'éducation physique en général et qui concernent réellement le feedback vidéo. C'est-à-dire que c'est pas que de la recherche scientifique pure sur le sport en général ou du sport de haut niveau, c'est vraiment axé sur l'EPS. Et les données montrent bien que l'utilisation du feedback vidéo augmente la motivation de nos élèves et ou du moins ont une vraie appétence pour les outils vidéo. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui les met en activité, qui les intéresse. Et les études montrent vraiment que utiliser la vidéo permet de mettre les élèves en mouvement et les mettre dans l'activité un peu plus facilement. D'accord ? Et ensuite, il devient très rapidement gage de réussite en fait. C'est là tout l'œuvre de notre démonstration en fait. Il y a un impact positif sur les apprentissages moteurs, ça nous semble essentiel et là les études sont assez claires. Le feedback vidéo permet aux élèves d'apprendre mieux, plus vite et en autonomie. Et c'est quelque chose qui est assez puissant en fait. Moi j'ai des exemples notamment en gym ou en athlé, où des fois, en 4 à 5 minutes, avec l'appui de la vidéo, on peut régler un problème qui, des fois, peut mettre beaucoup plus de temps sans la vidéo. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment utile. Au quotidien, j'ai souvent la tablette, moi, qui est prête à dégainer dans pratiquement toutes les activités, ne serait-ce que pour filmer, pour remontrer après à l'élève. Le point peut-être le plus important au niveau scientifique, c'est quelque chose, par contre, qui est important à comprendre, c'est que la vidéo ou le feedback vidéo, c'est pas une tâche magique. Et c'est pas parce que je mets une tablette à disposition des élèves ou un atelier vidéo à disposition des élèves que ça va forcément marcher de soi. Faut vraiment le réfléchir comme tout outil. C'est vraiment à nous, les enseignants, d'utiliser l'outil numérique, l'outil vidéo numérique, de façon à ce qu'il y ait un véritable impact pédagogique. Sinon, ça va être qu'un gadget, voire même ça peut déstabiliser un cours si c'est vraiment pas bien cadré. Parce que les élèves ont quand même la faculté de partir assez facilement à faire les fous avec la vidéo si c'est pas cadré. Et là, les études le montrent réellement déjà que le feedback vidéo a un impact seul déjà, mais quand même. Mais l'impact vidéo plus commentaire du prof est encore plus puissant chez l'élève. Voire même, par contre, il y a des études qui montrent que si on utilise la vidéo sans
critère de réussite facilement identifiable par l'élève, ça peut même être négatif. Donc, il faut bien penser quand vous utilisez l'outil vidéo, de bien le réfléchir, de bien le penser, et que les élèves comprennent l'intérêt de l'outil. Sinon, on risque de passer à côté et d'avoir quelque chose qui risque de pas fonctionner. Attendez, je reviens un petit peu sur le chat là. L'émargement, ouais, on le fera à la fin. Ouais. Ouais, continue. L'émargement, on le fera à la fin, oui, parce que je vois pas le chat moi quand je suis en présentation. Ouais, t'inquiète. Il faut que je switch entre les deux. Donc n'hésitez pas, Jonathan, n'hésite pas à m'interrompre. Ouais. Au niveau des attentes institutionnelles, pardon. Là c'est clair et net. C'est une attente de l'institution, c'est-à-dire qu'on nous demande réellement de le faire. En fin de cycle 3, par exemple, enfin cycle 3, pardon. Donc nous on les est en 6e, en fin de cycle 3, c'est vraiment noté comme ça, où l'outil numérique doit être utilisé pour observer, évaluer et modifier ses actions. C'est une des compétences travaillées, et c'est aussi un attendu de fin de cycle en CA3, où on nous demande d'apprendre aux élèves à savoir filmer une prestation, donc qu'elle soit artistique ou gymnique, pour la voir, la revoir et faire évoluer. Et donc c'est vraiment un attendu au niveau institutionnel. On le retrouve en cycle 4, dans le même domaine et dans la même compétence, dans le même champ d'apprentissage, où vraiment donc le fait d'utiliser le numérique nous permet quand même aussi de répondre à une attente de l'institution quant à nos attendus de fin de cycle ou nos compétences travaillées. J'avoue, je suis pas allé voir au lycée, parce que du coup je suis qu'en collège, mais en lycée, de soi, ça peut être très utile, notamment on en parlera à la fin du webinaire sur la présentation des applications, sur la FL2, sur le suivi et le cadre d'entraînement, sur lequel la vidéo peut être quelque chose d'assez intéressant à utiliser. Jonathan présentera un travail là-dessus où la vidéo c'est le cœur du carnet de suivi. Donc au niveau de l'usage et de la présentation, on va partir sur 4 types d'outils. Le premier, c'est une vidéo en différé, donc l'application elle s'appelle Delecam. L'analyse de la vidéo avec Visual Eyes, l'écran déporté avec 2 applications, Mirror Visions ou AirDroid. Et on verra donc une spécificité de la Normandie avec les outils du tram. Donc un suivi de progression pédagogique basé sur la vidéo. Donc pour commencer, la vidéo en différé, donc l'application c'est Delecam. Donc là vous avez le logo et le QR code. Si vous voulez scanner le QR code, vous pouvez avoir accès à l'application. Pour l'instant, les liens que je vous ai mis, c'est uniquement sur iOS, mais Delecam existe aussi sur Android. Alors j'ai fait un choix d'iOS parce que nous sur l'académie, sur le département 76, tous les profs sont pourvus en iPad ainsi que les élèves. Mais je sais que ça arrive dans les autres départements. Mais vous retrouvez normalement les mêmes applications sur Android ou sur iOS. Le fonctionnement, même s'il n'est pas tout à fait identique, il est fortement similaire. Donc la vidéo en différé, le principe de fonctionnement, c'est une diffusion en continu, mais avec un temps de décalage. C'est ce qu'on appelle du time shifting. C'est-à-dire que ce que vous voyez sur l'écran de votre iPad, c'est ce qui s'est passé devant la caméra quelques secondes auparavant. Et donc le paramétrage sera situé essentiellement sur le temps de décalage. L'intérêt pédagogique, il est simple, c'est de revoir son action immédiatement, c'est-à-dire que l'élève passe devant l'iPad, puis passe derrière l'iPad et se voit immédiatement en action. Et donc c'est quelque chose qui permet de travailler sur l'autonomie. C'est typiquement l'atelier qu'on peut laisser tourner tout seul en fonction des APSA, mais ça peut être un atelier complètement autonome où l'élève peut tourner plusieurs fois entre des allers-retours entre l'écran et l'activité pour auto-corriger. Au niveau des points de vigilance, quand on utilise ce type d'application, attention à bien définir les critères d'observation. Sinon l'élève il sait pas quoi regarder. Donc des fois c'est tout simple, vous allez avoir une petite photo derrière d'un de mes montages. C'est tout bête, mais 2 mots écrits sur un post-it à côté de la tablette, ça permet à l'élève de savoir quoi regarder et donc de le guider. Et en amont, bien sûr, quand vous présentez votre atelier, de bien expliquer les attentes aux élèves de façon à ce qu'ils partent pas dans tous les sens. Malgré tout, vous aurez toujours un effet foufou, enfin j'appelle ça comme ça, où ça prend 3-4 minutes, mais il y a toujours un élève qui va faire le mariole devant l'écran et qui va venir se voir après. Généralement, ça se calme assez vite. Moi, je sais que je les laisse faire 2-3 minutes, puis après, je les mets au calme. Mais c'est quelque chose qu'il faut entendre, qu'il faut voir, et faut pas s'étonner si les élèves font un peu les dingues devant.
normalement ça se calme de soi assez vite, mais il faut y penser. Voilà, c'est le genre de truc qui peut permettre qui peut par contre faire en sorte que la séance parte vite en n'importe quoi. Juste pour vous montrer, là c'est une de mes installations. Donc ouais, c'est tout simple, hein. C'est un poteau de saut en hauteur avec l'iPad qui est posé dessus. Il y a un bout de corde pour le tenir, ça suffit. Il n'y a pas besoin de trépied, il n'y a pas besoin de matériel très cher. Et là, tout simplement, j'étais en danse là. Juste, je voulais qu'ils regardent leur unisson et qu'ils fassent attention à qui était le leader dans leur groupe, et donc juste qu'ils se rappellent à eux quoi regarder dans leur vidéo, tout bêtement. Donc là, je vais juste le temps de changer et d'installer. Je vais vous passer donc sur mon iPad pour vous montrer très rapidement comment on installe, comment on utilise l'application. C'est extrêmement simple. Ouais. Hop. Donc, le temps que tu passes là, simplement vraiment rappeler que cet outil numérique, enfin vraiment l'objectif lorsque vous utilisez un outil vidéo, donc une application via la vidéo, c'est vraiment de passer de l'outil à l'instrument pédagogique. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez accompagner l'élève en fait dans la compréhension de l'utilisation de son application pour qu'il y ait vraiment derrière soit cette démarche analytique, soit cette démarche de visualisation en fait d'un indicateur bien précis. Voilà. Ça, faut toujours, quelle que soit en fait la démonstration qu'on va faire dans ce webinaire, faut toujours avoir ça à l'esprit, quoi. Ok, donc là, vous devez avoir mon iPad à l'écran. Donc, je vais lancer Delecam. Donc, c'est simplissime, hein. Là, vous avez ce qui était filmé tout à l'heure. C'était moi qui faisais joujou avec. Voilà, donc je vais passer plutôt sur l'autre caméra, ce sera plus simple. Donc là, en fait, ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est ce qui s'est passé. Je suis réglé sur 9 secondes, tout bêtement. Donc, c'est ce qui s'est passé 9 secondes avant à l'écran. Vous avez donc en bas juste deux réglages, hein. Le premier réglage, c'est le délai. Donc, on peut le monter, c'est un petit réglage à faire, mais on peut le monter sur... là, vous voyez, ça varie l'image. Et la barre qui est en dessous, c'est juste quand on clique sur l'icône là qui est au milieu, ça permet d'enregistrer une vidéo. C'est-à-dire que si vraiment une vidéo qui vous avez envie de conserver, il suffit de la garder en appuyant dessus. Donc là, vous voyez, hein, je passe ma main, on voit la case en direct qui est en haut là, donc qui disparaît, mais on voit la main qui passe et on la voit après en différé. Donc c'est vraiment simplissime comme application. C'est typiquement l'application qu'on lance et qu'on laisse tourner vraiment tranquillement avec les élèves. Si je vais sur les paramètres, on peut juste là régler entre 10, 30 et 60 secondes le temps maximal de délai, et celle d'en dessous, là, off, 7 et 15 secondes, c'est le temps d'affichage des réglages. Donc ça, c'est le genre de truc qu'on règle pas longtemps, et honnêtement, moi, je vais jamais beaucoup plus loin que 15-20 secondes, ce qui est déjà très long. En parallèle de ça, quand vous utilisez une application, surtout vidéo délai, ça peut être intéressant de vous mettre, je sais pas si vous connaissez le concept sur le principe sur iOS, mais on peut bloquer l'iPad sur une application. Ça s'appelle l'accès guidé. Pour l'activer, vous allez sur la roue crantée là, sur accessibilité, et l'accès guidé, il est là. Accès guidé, tout en bas, et donc là, il est à peu près réglé normalement comme ça. Et quand vous êtes sur votre application, vous appuyez 3 fois sur le bouton Home, et ça va bloquer l'application en cours. C'est que l'élève ne peut pas sortir de l'application, et on peut même bloquer des zones de l'écran. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que l'élève, même s'il touche sur l'écran, ça ne fasse rien. Et donc ça permet éventuellement de prêter votre tablette sans risque que l'élève sorte de l'application ou fasse autre chose que ce que vous avez prévu avec. Donc l'accès guidé, moi je m'en sers souvent pour que les élèves utilisent la tablette et ne puissent pas, par exemple, sortir de vidéo délai. Une fois que c'est lancé, c'est réglé. Petit conseil d'amis, quand vous utilisez l'accès guidé, pensez à mettre un temps. Moi, généralement, je mets 1h30, parce que si vous oubliez le code d'accès pour déverrouiller l'iPad, c'est un petit peu embêtant. Alors, ça déverrouille maintenant avec l'empreinte, sinon. Ouais. Allez, on va repartir sur le webinaire. Hop. Voilà. Donc, quelques exemples d'usage. C'est une application qui fonctionne vraiment bien en CA3. Là, par exemple, on était sur un mixte gymnastique acro-gym. Jonathan, je peux peut-être te laisser c'est un exemple à Jonathan qui va vous expliquer comment il fonctionne.
dans cette situation, en fait, moi, je fais une séquence où j'associe gymnastique et acrosport. En fait, je séquence pas les deux. Et sur mes 4 premières leçons, je fais travailler à mes élèves, en fait, des postures gymniques avant qu'ils puissent les intégrer, en fait, dans des pyramides soit statiques, soit dynamiques. Alors déjà, pourquoi? Parce que ça évite les blessures, ça évite surtout que les élèves se lancent tout de suite, en fait, dans une pyramide sans maîtriser, en fait, les fondamentaux. Et surtout, en fait, ça leur permet de voir que la posture gymnique se travaille en plusieurs étapes. Donc, le constat, en fait, le constat le plus prégnant qu'on voit en gymnastique, c'est que l'ATR, souvent, il y a des passages à l'ATR, alors tendus ou pas, mais il y a souvent des passages en ATR qui n'est, alors là, sur la démonstration qu'il va y avoir, qui n'est pas tendu. Donc, systématiquement, si on plaque cet ATR à une pyramide statique, la pyramide, elle sera pas reconnue puisqu'il y aura pas ce temps, en fait, figé de la pyramide pour reconnaître la statique. Donc vas-y Seb, lance celle-ci. Donc moi sur vidéo sur Dilecam, simplement je définis des zones de travail. Donc la zone ATR, la zone voilà en fonction des éléments que vous souhaitez travailler ou alors en fonction des postures en fait, posture vers l'arrière, vers l'avant, ainsi de suite. Et mes tablettes sont fixées sur trépied et le trépied ne bouge pas. C'est uniquement les élèves en fait qui se déplacent dans les zones, mais les trépieds, et ça c'est important, de pas manipuler en fait le matériel. Une fois qu'il est en place, moi interdiction de le bouger. Donc là c'est un exemple extrêmement simple. Elle réalise en fait un ATR tenu par une camarade qui va être ancré en fait dans une pyramide statique. Et là on voit les élèves en fait qui passent derrière la caméra. Et comme il y a un petit retardataire de 9 secondes, le temps qu'elles finissent leur enchaînement, leur ATR et qu'elles passent derrière, elles ont le temps en fait sans se précipiter, sans se presser, elles ont le temps de voir, de valider ou invalider en fait les critères que moi je vais positionner. Et donc là, on la voit pas, mais il y avait une toute petite fiche plastifiée où simplement les critères à valider, c'était il y avait un petit dessin. Et il devait voir une conformité en fait du dessin et de ce qu'il y avait à la vidéo. Si c'était exactement tout droit comme le stylo, alors il pouvait valider. Si ça l'était pas, il recommençait en fait. Il recommençait en trouvant les indicateurs justes pour pouvoir arriver jusqu'à la photographie idéale. Et vu que vous pouvez éventuellement enregistrer les vidéos, vous pouvez demander aux élèves d'enregistrer la vidéo qui peut permettre de valider soit la tenue de la figure ou la compétence. Ouais, alors ce qui est pas mal aussi, je travaille aussi sur ça, sur la gymnastique, c'est si vous avez la chance d'avoir plusieurs tablettes, vous pouvez mettre une tablette en Dilecam, donc là c'est simplement l'outil de travail, et à côté une autre tablette à disposition du petit groupe d'élèves pour avoir une représentation en fait en vidéo. Donc une représentation vidéo avec un exemple, soit vous filmez ou vous filmez un élève, avec tous les critères qui apparaissent, avec des arrêts sur image et ainsi de suite. Voilà. Donc l'association des deux souvent fonctionne plutôt bien et ça permet vraiment aux élèves d'être centrés en fait sur l'objectif que vous avez fixé. On poursuit avec un exemple en danse. Donc là que j'ai filmé il y a pas longtemps avec mes élèves. Bon, le constat est très simple, les danseurs étaient pas, les danseurs étaient mal synchronisés. Et moi, mon objectif, c'est qu'ils identifient les leaders. Et là, surtout sur le coup, je voulais qu'ils discutent entre eux et qu'il y a vraiment ce qu'on appelle donc le conflit socio-cognitif. Et là, c'est vachement intéressant, vous allez voir. C'est un exemple qui est vraiment un exemple de cours. C'était filmé pendant le cours. Je les ai vus arriver. J'ai pris mon téléphone, je les ai filmés. Et donc, vous allez voir, ils sortent là de la zone. Et ils regardent la vidéo en discutant, tout bêtement. Et ça discute pas mal. Ça dure une quinzaine de secondes. Là, ils sont en train de regarder, de voir où se situent les désynchronisations, qui doit avoir le lead. Et là, sur l'exemple, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'ils sont vraiment en train de discuter entre eux. Et derrière, quand ils ont recommencé, du coup, la prestation était bien meilleure. Et en faisant comme ça des allers-retours sur devant la caméra, derrière la caméra, et en discutant beaucoup, on arrive à faire à ce que les élèves évoluent tout seuls en fait. Faut bien gérer, mais là, pareil, expliqué que ce que je voulais, c'est que on détermine qui est bien le leader à tout moment dans la danse
et comment on pouvait se synchroniser. Donc c'est vraiment CA3, la vidéo elle est vraiment hyper intéressante, mais pas que, hein, on va vous montrer on va en parler des exemples après sur la CA1, sur la CA4, sur la CA5. Il y a vraiment des choses intéressantes à faire avec la vidéo et le délai. Hop. Voilà. On va passer à Visualize, pardon. Donc là, qui est une application de vidéo coaching, donc qui est à la base en fait pour les sportifs plutôt de haut niveau, mais qui est vraiment hyper intéressante en EPS. On pour pas le cacher, hein, c'est vraiment l'application qu'on utilise le plus. Je dirais à 70-80%, c'est celle-ci qu'on va utiliser. Donc le concept de Visualize, c'est très simple, hein, c'est d'enregistrer une vidéo et de pouvoir l'analyser juste après. Donc on va pouvoir, je vais vous montrer hein, comment on peut utiliser l'application avec plein d'outils d'analyse de la vidéo, que ce soit du ralenti, image par image, on peut dessiner sur l'application, on peut comparer des vidéos. Et donc c'est vraiment un outil qui est ultra polyvalent. Moi qui est toujours prêt à dégainer dans quelle que soit l'activité, quand je vois quelque chose qui m'interpelle, je peux prendre la vidéo et tout de suite discuter avec l'élève. Donc l'intérêt pédagogique, il est là, on a un feedback qui est immédiat. Mais pas que, on peut faire aussi des feedbacks différés, c'est-à-dire qu'on peut mettre des vidéos qu'on a analysées ensuite et les mettre sur les ENT pour les élèves puissent le voir après une séance. Mais c'est surtout là, du coup, la vidéo, elle devient commentée et c'est beaucoup plus puissant pour l'élève d'avoir un commentaire ou d'avoir une analyse qui a été faite par l'enseignant. Et on peut aussi aller au-delà, c'est-à-dire qu'on peut demander a posteriori à des élèves d'analyser eux-mêmes les vidéos. C'est-à-dire que là, dans le 76, comme ils ont tous leurs iPads, il est possible de leur envoyer les vidéos qu'on a filmées et demander à l'élève de faire son commentaire dessus, de faire son analyse et de nous renvoyer la vidéo analysée. Je vous montrerai là comment on fait pour enregistrer une analyse de la vidéo. Et donc on a une autonomie forcément qui peut se dégager là-dessus. Des points de vigilance, c'est parfois chronophage. C'est-à-dire que des fois, faut pas perdre trop de temps non plus à parler beaucoup avec les élèves, sinon ils vont beaucoup moins bouger, ou du moins pratiquer. Et puis il y a peut-être un effet gadget à faire attention où voilà, c'est pas l'objectif des élèves, c'est pas de passer devant la caméra en permanence, mais c'est vraiment d'apprendre. Donc faut faire attention à ça, c'est comme on l'a dit avant, hein, c'est vraiment la fonction dont vous allez utiliser l'application qui va la rendre intéressante. Donc je vais ressortir de là pour repartager mon écran d'iPad. Qui s'est désactivé. Voilà. Alors je vois la question de Françoise là. Moi clairement c'est moi qui tiens la tablette la plupart du temps. Donc c'est plutôt moi qui déclenche. Et si on a plusieurs groupes et la chance d'avoir plusieurs tablettes, ça aide. Sinon moi j'ai toujours des anciens téléphones que je garde avec moi où Visualize est installé dessus et donc je les prête aux élèves quand il y a besoin. Et moi, dans mes classes, ce sont les élèves qui manipulent et c'est les élèves qui déclenchent les vidéos, soit sur Dilecam, soit sur Visualize. Après, le premier cours, faut accepter de perdre un petit peu de temps pour en gagner sur tous les cours d'après. En fait, je leur explique bien, quoi. On fait une démonstration et je joue moi le rôle d'un élève. Je joue le rôle des élèves et je suis clair en fait sur les objectifs qui seront attendus toute la séquence sur l'utilisation de ce genre d'instrument. Ensuite, là, je vois une autre question. Je réponds rapidement. La tablette prof, pas de casse. Non, j'en ai jamais eu. Sincèrement, les élèves font plutôt attention. Après, j'avoue que moi, c'est ma tablette boulot, hein, c'est pas une tablette perso. Mais même ma tablette perso, quand j'en avais une avant, je la prêtais sans trop de problèmes aux élèves. J'ai jamais eu de problème. Alors bon, j'ai des élèves calmes a priori. Mais franchement, de ce côté-là, non, j'ai jamais eu de souci. Par contre, effectivement, verrouiller la tablette avec l'accès guidé, ça me paraît essentiel. Parce que voilà, ça c'est vraiment important. Après, pour répondre au droit à l'image, alors là, faut être très clair. Le droit à l'image, tant que l'image n'est pas diffusée, donc par exemple sur c'est typique du Délécam, il n'y a aucun droit à l'image à demander puisque l'image n'est pas diffusée. Pour ce qui est de vidéo coach, c'est un peu différent puisque là l'image elle est enregistrée sur la tablette. Si vous les effacez tout de suite derrière, il n'y a pas de droit à l'image puisque c'est pas diffusé. En fait, le droit à l'image, c'est pas que la captation, c'est la diffusion qui pose problème.
Donc à partir du moment où vous ne diffusez pas la vidéo, il n'y a pas de problème de droit à l'image. Si par contre elle est diffusée, là, les vidéos qu'on a utilisées, les élèves sont anonymisés. Enfin, bref, on a flouté les visages, ou ils ont des masques pour pas les reconnaître. Ils ont des masques, ouais. Ouais, ou ils ont signé un droit à l'image. La plupart, nous, on leur fait signer a priori dans l'établissement, mais tant qu'on diffuse pas, il n'y a pas de souci. Alors Didecam, il n'y a aucun problème. Vidéo Coach ou les autres applications, ça peut poser souci, mais il suffit de faire attention. Généralement, on les reconnaît pas sur les vidéos, ou très peu. Juste donc vous montrer maintenant Visualize. Donc là, tout le monde est dessus. Donc bon, pour prendre une vidéo, c'est très simple. Hein, il suffit de cliquer sur l'onglet vidéo. Là, vous avez un point de vue sur ma superbe table de salle. Et donc, vous avez le gros bouton rouge. Quand on appuie dessus, ça enregistre. Il devient carré. Et quand on rappuie dessus, il redevient rond. La vidéo s'est arrêtée. Et la vidéo, elle apparaît juste en dessous, là, le petit carré. Donc, si je clique dessus, là, j'ai accès à la vidéo. Donc, c'est là que les outils deviennent intéressants. Donc, on a une timeline, donc une ligne de temps en français, où on peut donc jouer avec, hein, la faire avancer, la faire reculer. Donc, ce qui permet de vraiment travailler image par image. Le petit x1 qui est en dessous, là, ça permet de voir à différentes vitesses. Si vous voulez voir toute la vidéo en fonction de la vitesse. Bon, là, il y a, voilà, ça parle en même temps. Il y a le play et le stop. On peut couper le son et on peut la supprimer. Alors, les outils qui deviennent vraiment intéressants attends, je vais sortir de là. Je vais prendre des vidéos à moi. Rapidement. Je vais prendre celle-là parce que je sais que celle-ci. Voilà, non, pas celle-là. Non plus. C'est celle-là. Voilà. Là, au moins, les visages sont cachés. Alors, c'est une vidéo qui est pas de moi, c'est celle de David Selly, qui me l'a prêtée parce qu'elle est intéressante sur le badminton. Donc là, je peux jouer avec. Voilà, on voit les élèves qui bougent. Donc, les outils qui sont intéressants, on a le petit crayon qui est en haut, là, qui permet donc de dessiner, donc de différentes couleurs. On peut changer la couleur des traits en fonction de ce qu'on veut faire apparaître. On peut dessiner des courbes au doigt. Donc ça, le dessin, c'est ultra pratique pour les alignements, un gym par exemple, ou d'activité. Le carré, vous verrez tout à l'heure, il va servir. On peut dessiner des carrés, on peut dessiner des ronds. Assez intéressant en gym ou en CA3, on peut dessiner des angles. Le chrono, j'y viens après. On peut dessiner des flèches pour les regards ou les directions. Enfin, c'est assez puissant au niveau de l'analyse pour cibler vraiment ce que vous voulez montrer aux élèves. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise très souvent. Le petit chrono qui est là, qu'on peut poser, bah, il est intéressant parce qu'on peut mesurer le temps de différentes choses. Ça permet d'avoir le temps. Alors, je peux vous montrer vite fait la vidéo. Alors, par contre, celle-là, je l'ai pas fait anonymer. Je vais prendre celle-là, par exemple. On les voit pas trop, là, mes élèves. Mais on peut, par exemple, mettre un chrono pour voir combien de temps la figure va tenir. Donc, c'est différent du temps complet. Et on peut, en mettant plusieurs chronos, avoir les temps, par exemple, que met le porteur, ou combien de temps le porteur a l'élève sur le dos, et de façon comme ça à diminuer le temps ou la durée de la figure. Donc c'est vraiment une application qui est ultra intéressante. Et la dernière fonction que je voulais vous montrer, on va le faire là. Donc en haut, il y a à côté des flèches, là, si vous regardez dans le haut de l'écran, il y a le premier icône là, avec la petite image qui est coupée en deux, hop, qui permet en fait de mettre deux vidéos côte à côte. Alors là, forcément, les deux vidéos n'ont pas de lien, mais ça permet, vous verrez sur un exemple après, de comparer deux vidéos l'une avec l'autre. Donc là, on les a côte à côte, et si j'appuie sur l'icône, on les a en fondu l'une avec l'autre. Et donc ça, c'est hyper intéressant pour comparer des gestes faits par les élèves par rapport à un modèle, par exemple. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant à faire. Vous avez un exemple après que je vous montrerai en acrogym. Ouais, et par exemple en athlétisme, si vous utilisez par exemple sur les lancers, moi j'utilise énormément là sur les lancers sur la section pour vraiment montrer aux élèves en fait la différence. Et des fois dans les mots on n'arrive pas à leur faire comprendre la position du bras, qu'il faut simplement monter le coude un petit peu plus par exemple. Et le fait de juxtaposer deux vidéos, une où il est en échec par exemple et une où il est en réussite,
eh ben, ça permet tout de suite pour lui de comprendre, ah oui, d'accord, là, ça marche. Et du coup, il voit, je prends le lancer de javelot en exemple, ben, il voit l'envol de son javelot qui est complètement différente par rapport à la position, je sais pas, sur la tirage cordé, si on s'intéresse à la main, ou sur l'élévation de son coude. Et enfin, dernière petite fonction, à côté de l'icône de comparaison des images, vous avez le petit micro. Et quand vous cliquez sur le micro, vous avez une capture de l'image, enfin de la vidéo de votre écran et du son. Donc ça veut dire que vous pouvez, et c'est ce que j'ai fait après, vous verrez, on peut enregistrer votre analyse. C'est-à-dire que vous cliquez sur l'écran et ça enregistre toutes les actions qui sont faites. C'est une capture capture d'écran complète et de la vidéo. C'est-à-dire que l'élève là peut, ou vous pouvez, faire une analyse et la remontrer après. Donc voilà en détail, enfin pas en détail, mais en gros les fonctions qu'on a là sur Visualize. Bon, il y a d'autres applications qui existent, mais celle-ci elle a au moins l'avantage d'être gratuite et elle fonctionne Et puis ça suffit. plutôt bien. Franchement, elle est gratuite, mais on peut franchement tout faire. Enfin, avoir une analyse vidéo, cette application est vraiment complète et gratuite. Ah bah, pour répondre à la question, non, elle est gratuite. Mais par rapport, par exemple, à Delicam où il y a un peu de pub qui se balade, celle-ci, il n'y a pas de pub. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé de restrictions par rapport à l'usage. Autant il y a des applications qui, par moment, deviennent de plus en plus restrictives, autant là, j'ai pas trouvé de restrictions. Enfin, c'est vraiment une application géniale, quoi. Avant, on utilisait Hurdle Techniques où ça changeait de nom entre deux, OneForm, elle est devenue payante, on peut plus l'utiliser. Pour l'instant, celle-ci, Visualize, elle marche vraiment, vraiment bien. Et que ça soit sur Android aussi ou sur iOS. Là, je suis sur iOS, mais alors sur Android, c'est exactement la même. Alors là, c'est complètement identique. Il n'y a vraiment pas à se poser de questions. C'est vraiment une bonne application. Et c'est vraiment celle que j'utilise le plus, moi, personnellement. Donc, quelques exemples. Donc là, j'avais des élèves qui avaient du mal, moi, à appréhender leur position. Vous allez voir vite fait sur la vidéo. Et moi, je voulais qu'ils prennent conscience donc de leur mouvement et de leur position. Donc là, c'est moi qui ai filmé. Alors, je les ai filmés de loin. Ils voyaient pas que je les filmais. Il faut que je reprenne ma vidéo pour enlever les visages. Et là, honnêtement, alors là, c'est une capture de vidéo que j'ai faite justement avec Visualize. Hein, je suis en train de m'enregistrer. Et là, l'élève là qui est sur le côté à droite, elle était en train de me dire, oh non, la figure elle est top. Je leur dis bah non, pas tellement. Et donc moi, je me suis amusé à filmer du coup la figure telle qu'elle devrait être faite sur le référentiel, même si on voit pas trop bien. Et du coup, j'ai montré ça à mes élèves. J'ai dit, voilà, voilà ce que vous devez faire. Ah oui, donc là, j'ai essayé de les lier entre elles, mais ça n'a pas fonctionné. Donc hop, j'ai enlevé la liaison. Voilà. Donc le tout, c'est de trouver le bon A. Et donc là, mes élèves, je leur ai juste montré ça. Et là, ils ont vite compris que la position était pas la bonne. Bon, après, en allant un peu plus loin, j'ai dessiné sur mon écran. Là, je l'ai pas laissé. Mais j'avais dessiné les segments différents sur mon écran, notamment pour mon élève qui est sur le dessus là, pour qu'elle lève un peu les jambes. Mais c'est pareil, c'est quelque chose. Mais dans les minutes qui suivent, la figure, elle était bien réalisée. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. On va revenir à l'exemple de badminton. Donc la vidéo que vous avez commencé à voir tout à l'heure. Là, les élèves ont du mal à visualiser les espaces libres et le but, c'est de les filmer et après de discuter avec eux ou alors de leur envoyer a posteriori la vidéo pour qu'ils puissent identifier les espaces libres. Donc là, il y a une première vidéo qui est la vidéo brute où on voit donc l'échange se faire. Voilà, ils jouent gentiment entre elles, là, les filles. Hop, voilà, le point est terminé. Bon, là, on les appelle et du coup, on va leur remontrer la vidéo. Et donc là, c'est l'analyse que j'ai faite avec elle. Enfin, qui a été faite avec elle. Donc là, on dit à l'élève, voilà, tu vas frapper ton volant, ton joueur adverse, il est là. Et toi, je laisse faire. Hop, j'attends que l'adversaire joue. Et je lui dis, toi, hop, je vais mettre une flèche en rouge. T'as joué dans la même direction. Le volant revient. En passant, l'adversaire fait exactement la même chose. Tu refrappes le volant. Juste avant de frapper, ton adversaire, il est situé où? Il est situé là. Et toi, t'as joué où? Eh bien, t'as joué au même endroit. Là, l'élève prend conscience qu'il joue toujours en direction de son adversaire. Donc là, c'est Et un donc jeu, après, question-réponse en fait entre l'enseignant
et l'élève, où on rentre clairement en fait dans une phase d'analyse où en fait on le fait verbaliser. On le fait verbaliser soit sur ses intentions d'action ou soit sur le résultat de ce qu'il a commis, et puis on l'emmène petit à petit sur le geste ou l'intention d'action à réaliser. Voilà. Je reviens un tout petit peu sur la vidéo. Et donc là, derrière, ce qu'on peut faire avec l'élève, où on peut lui demander de le faire, c'est-à-dire que là, j'ai fait un stop sur l'image et on peut demander à l'élève ou nous le faire. Dire voilà, où est-ce qu'il y a l'espace libre? L'espace libre, il est plutôt là, sur la première touche. Et on fait la même après. Où est-ce qu'il y a l'espace libre? Soit on lui montre, soit c'est lui. Hop. Voilà. Et là, où est-ce qu'il y a l'espace libre? Il est là. Et l'élève arrive vraiment à prendre conscience rapidement que la prise d'information avant le coup, elle devient importante. Parce que son adversaire, pour l'instant, il était toujours dans la direction du volant. Et à aucun moment, il a joué dans les espaces libres. Donc là, ça permet une prise de conscience et c'est quelque chose qui peut être fait après le cours, où on peut envoyer la vidéo à l'élève pour que lui puisse faire son analyse aussi de son côté. Donc, on peut avoir un échange comme ça en classe inversée presque avec ses élèves. Un exemple en relais vitesse. Je te laisse, Jonathan, sur le relais vitesse. Ouais. Donc là, sur le relais vitesse, c'est un constat. Donc là, on est en sixième. C'est un constat au départ, sur les départs de séquences qu'on a tous. On est confronté aux élèves à l'effet tampon. Et si on veut les amener, en fait, par essai-erreur, à leur faire prendre conscience, qu'il faut commencer sa course lorsqu'on est relayé un petit peu avant que l'autre arrive à notre hauteur, que le relayeur arrive à notre hauteur, en fait, l'appui, moi, au lieu de l'expliquer, au lieu de faire démontrer plein de fois, j'ai préféré en fait utiliser Visual Eyes et leur faire en fait analyser eux-mêmes. Donc ils se rendent très bien compte, que lorsqu'il y a un effet tampon, ils sont pas efficaces, que parfois ils perdent le témoin, que la vitesse est réduite à 0, qu'il y a une recréation de vitesse. Ça, ils s'en rendent compte, mais ils savent pas mettre les mots dessus. Et donc simplement sur cette situation où tu vas pouvoir lancer, vas-y, la vidéo, Seb. Moi, je veux éviter l'effet tampon et je leur dis pas quelle marque utiliser. Je leur dis, débrouillez-vous à utiliser la marque de départ que vous voulez. Faites comme vous voulez, on verra. Moi, ce que je veux juste, donc pareil, j'ai toujours ma petite fiche qui est toute petite avec 2 objectifs très très clairs. Je voulais simplement qu'il y ait une transmission du témoin qui se fasse bras tendu, mais en tout cas pas bras complètement fléchis, bras tendus. Et je voulais un indicateur très simple. Lorsque l'on zoome sur la vidéo, je dois toujours voir un pied en l'air. C'est-à-dire que si les 2 pieds, je constate que les 2 pieds sont au sol, il n'y a pas de temps d'envol. Donc si je constate que les 2 pieds sont au sol, c'est que vous n'avez pas créé de vitesse et qu'il y en a un qui est à l'arrêt forcément. Donc simplement ces 2 petits constats qui doivent retrouver en fait sur la vidéo pour pouvoir par un cheminement en fait ne plus être sur cet effet tampon et construire eux-mêmes en fait les contenus d'enseignement. Voilà. Donc là on est en sixième, donc quand ils passent, là on a analysé et on voit au niveau, si on revient un petit peu en arrière, on voit que dans le cercle vert, il y a la transmission du témoin qui se fait bien bras tendu. On voit qu'il y a un pied qui est décollé du sol, donc l'autre n'est pas en attente de recevoir le témoin, mais qu'il est bien en vitesse. Et puis après, qui finit relativement fort pour sortir simplement de la zone de transmission. Voilà. Sur cette situation, Visual Eye c'est utile et il permet de faire en fait simplement quelque chose que je m'autorisais très peu, que je m'autorise de plus en plus, c'est de prendre du recul en fait. Prendre du recul sur la situation et voir en fait comment évoluent les élèves. Et voilà. Ok, on va continuer. On va essayer d'aller un tout petit peu plus vite parce que le temps file. Vas-y. Donc là, les 2 dernières applications, ça va être un peu plus rapide. Alors l'écran déporté, donc c'est Mirror Vision. Alors Mirror Vision, c'est uniquement sur iOS, gratuit avec quelques limitations, mais ça nous suffit pratiquement pour ce qu'on a à faire. AirDroid qui fonctionne sur tout, Android, Linux, Windows, iOS.
un peu plus compliqué à mettre en place. Je pense que sur AirDroid Cast, je vais faire un tutoriel vidéo pour que vous puissiez éventuellement l'installer. Faut le temps que je le fasse parce que ça demande 2-3 manipulations, notamment sur Android, qui sont peut-être un peu moins faciles d'accès. Par contre, sur iOS avec Mirror Vision, c'est vraiment excellent. L'écran déporté, son principe de fonctionnement, c'est ultra simple. En gros, vous allez pouvoir diffuser sur un iPad ce que filme un autre iPad ou un autre périphérique. En gros, vous allez avoir une vidéo en direct, mais sur un angle différent. Donc l'intérêt, c'est que vous allez avoir carrément un feedback qui est en direct. Hein, l'élève se voit directement dans la vidéo tout de suite, mais sous un autre angle. Et donc pareil, on a une autonomie avec l'autonomie du geste. Les points de vigilance sont toujours à peu près les mêmes. Hein, faut bien définir ces critères d'observation. Et là, on a un petit retour de l'effet foufou devant la caméra. Moi, j'utilise énormément ça, ou je l'ai utilisé parce que je le fais plus maintenant, mais parce que je suis passé de lycée à collège. Mais en musculation lycée, c'est vraiment puissant. Ou pour les postures, vraiment, ça fait vraiment des miracles. Au niveau, donc là, j'ai un petit exemple parce que je fais encore un peu d'une SS musculation. Là, on avait donc une mauvaise posture. Hein, je suis sur un gainage où l'élève est vraiment mal placé. J'ai mis un téléphone pour le coup là qui était donc sur le côté de l'élève. On va voir la vidéo. Et il y a l'iPad juste devant les yeux. Et comme ça, il peut régler sa posture. Donc là, je suis avec AirDroid. AirDroid, pour faire simple, en fait, je mets mon téléphone en mode photo. Enfin, je mets l'appareil photo, il est réglé pour pas s'éteindre. Et je diffuse donc l'écran de mon téléphone, c'est-à-dire l'appareil photo, sur la tablette, sur l'iPad. Du coup, l'élève, il a vraiment la vidéo en direct. Avec Mirror Vision, vous installez l'application sur les deux iPads. Et vous avez un bouton qui permet en fait de connecter les deux iPads entre eux. Alors, j'ai vu que moi j'ai qu'un iPad, je peux pas le faire avec les autres, mais normalement ça permet de se connecter sans être connecté à un réseau Wi-Fi. Les deux iPads communiquent directement entre eux. Avec AirDroid, il faut être connecté à un réseau Wi-Fi. Et là, la vidéo que vous avez vue ou celle que vous allez voir après, que j'ai faite en gym, hop, là je suis en fait en partage de co sur mon téléphone. Donc ça marche quand même avec dans le gymnase, même s'il n'y a pas de Wi-Fi, je suis partagé en fait de co sur mon téléphone et les trois appareils sont connectés entre eux. Là, vous voyez donc le téléphone qui filme et on a au fond la tablette. On a au fond la tablette qui est posée par terre. Voilà. Séance de muscu avec un peu de musique. Et là, donc en gymnastique, là c'est le même, enfin ce que vous avez vu juste avant, là c'est l'installation que j'avais prévue pour faire l'atelier gymnastique. Donc là c'est pour les ATR, souvent c'est les mauvais alignements et les déséquilibres. Et là ça va permettre à l'élève en fait de faire l'ATR juste devant la tablette et donc de pouvoir travailler son alignement. Et vous allez voir l'avantage, c'est que la tête, comme elle regarde la tablette qui est posée entre les mains de l'élève, et bah ça va permettre du coup à la tête de se placer correctement. Et là, en fait, à l'image, vous allez peut-être reconnaître quelqu'un, puisque c'est pas un élève, mais c'est moi qui fais un magnifique ATR. Et donc là, en fait, en regardant la tablette, on voit exactement la même chose que ce que vous voyez à l'écran en même temps. Donc ça permet de travailler son alignement et son équilibre directement. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Je l'ai vu faire en basket également, où l'iPad était posé sur le panier de basket et les élèves étaient en train de filmer sur le côté pour voir leurs gestes du basket. Donc c'est pareil, c'est un outil qui est assez intéressant à utiliser. On va terminer avec donc le TRAM, hein, qui est un carnet de suivi vidéo, qui est une création originale du pôle de compétences numériques de la Normandie. Donc là, l'idée, ça va être de construire un document. C'est un peu plus complexe à mettre en place. Donc on construit sur un fichier texte, sur un fichier PowerPoint ou Keynote, qu'on va pouvoir partager avec les élèves. Et en fait, c'est les élèves qui vont se filmer eux-mêmes et mettre les vidéos sur ce document. Et donc ça va permettre aux professeurs de voir ça a posteriori ou avant ou après le cours et de pouvoir avoir une relation avec son élève par rapport à ces fichiers, à ces vidéos. L'autre avantage, c'est que on va pouvoir garder les élèves sur un temps long, c'est-à-dire qu'on peut faire sur plusieurs années si on garde les documents. Éventuellement, si on retrouve nos élèves ou si on le partage avec les collègues, bah de voir l'évolution de l'élève, mais que l'élève voit aussi sa propre évolution. Quelque chose que des fois ils ont du mal à faire. Et on va aussi du coup former nos élèves à s'auto-évaluer ou à prendre au moins les bonnes informations sur les vidéos ou sur eux-mêmes. Je vous renvoie quand même sur le site, donc sur l'article hein, qui est rédigé sur le site EPS Normandie, donc soit en QR code, soit avec le lien. Et vous inquiétez pas, hein, le diaporama sera diffusé assez rapidement.
une fois qu'on aura tout fini de remettre en page, notamment les vidéos. Il y en a quelques-unes qu'il faut encore finir. Hop. Et là, donc Jonathan va nous présenter un de ses travaux dans lequel il a utilisé l'ENT du lycée, donc afin de faire la même chose. Donc là, c'est l'utilisation de la vidéo, mais pas que. Là, c'est uniquement sur l'utilisation de l'application qui s'appelle Cahier Multimédia que vous retrouvez sur l'ENT. Donc c'est une application qui est téléchargeable l'Éduc Normandie sur tous les téléphones. Et comme au lycée, ils ont droit à leur téléphone, et moi je profitais en fait de travailler la FL2 par ce droit. Alors du coup, en étant sur le cahier multimédia, ce que je demande à mes élèves en fait, c'est d'être un réel concepteur et devenir responsable de leur apprentissage. Donc moi, je suis plutôt partisan de la pédagogie des besoins d'apprendre, c'est-à-dire qu'en fait, je leur laisse le choix des différentes compétences à acquérir au sein de ma séquence, ou l'ordre en tout cas dans lequel les élèves souhaitent l'acquérir. Pour ça, comme on a des classes qui sont nombreuses, 30-35 par exemple, sur un groupe de terminale, sur une APSA particulière, et qu'on n'a pas un suivi en fait systématique sur tout le monde, je leur demandais en fait de réaliser un carnet d'entraînement, un suivi que moi je pouvais consulter, que je pouvais récupérer en fait sur ma tablette. Donc par cet outil du cahier multimédia, là vous allez voir plusieurs, c'est la petite vidéo défi, vous allez voir plusieurs petites séquences d'élèves. Le but du jeu, c'est de créer en fait un livre multimédia. Donc dans ce livre multimédia, ils peuvent le compléter par exemple sur une situation qu'ils choisissent. Alors voilà, là ce que vous voyez à l'écran, vous c'est comme ça que ça va apparaître. Donc moi je leur demandais d'abord évidemment de mettre leur nom, leur prénom, leur classe et la PSA qui était réalisée. Et ensuite ça part directement dans un dossier référencé. Ça se lit comme un livre numérique et dedans dans le livre numérique l'élève peut rajouter ce qu'il veut. Des commentaires, des audios, des vidéos qui se filment. En complément, j'utilise un petit Keynote ou des petits glides en fait où il y a des documents qui sont téléchargeables et utilisables qu'ils utilisent. Donc ce sont des fiches d'observation, voilà, mais numériques. Et donc de ce travail numérique, ils peuvent faire des screens et les incorporer en fait directement dans leur cahier multimédia. Pareil, je pense par exemple au carnet d'entraînement en musculation. Lorsqu'il y a les postures, lorsque la posture est bien réalisée, ils peuvent se filmer et insérer directement en fonction des différents ateliers leurs vidéos dans le cahier multimédia. Voilà. Donc ça permet vous en fait de mettre en place une dévolution de l'apprentissage auprès des élèves et ça permet chez vous d'avoir en fait un œil sur tout ce qui a été fait et puis pour évaluer. Je trouve que c'est beaucoup plus simple en fait. Évaluer l'AFL2 quand vous avez 35 élèves à chaque séance, ça peut être compliqué. Ça peut vite devenir compliqué. Là, ça ne l'est plus quoi. Là, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Ils se prennent au jeu et surtout en fait, ils ont la liberté de construire leur petit cahier vidéo numérique comme ils veulent. Voilà. Donc, pour expliquer comment construire, j'ai fait une démonstration sur un cahier. Donc, sur ma vidéo, c'est téléchargeable si vous voulez la voir. Elle est également sur l'académie, sur le site de l'académie. Vous pourrez le voir et c'est facilement réalisable, exploitable. Et c'est surtout, il y a une grosse capacité en fait sur le cahier numérique. Voilà. Puis surtout, c'est surtout RGPD puisque c'est protégé, c'est une application de l'ENT. Voilà. Bon, rapidement, parce que le temps file vite. Quelques petites idées d'applications que nous on a utilisées. Vous voyez, ça peut couvrir vraiment tous les champs d'apprentissage du collège et du lycée. Et vraiment, toutes les activités sont susceptibles d'être intéressantes. D'utiliser la vidéo dans toutes les activités, c'est vraiment intéressant. C'est la seule chose qui peut vous limiter, c'est votre imagination en fait, puisque en fait, tous les usages sont possibles. À partir du moment où c'est réfléchi et puis que c'est bien clair pour les élèves, ça sera forcément positif pour eux. Donc après, n'oubliez pas que les élèves sont pas forcément plus débrouillards que nous en informatique, contrairement à ce qu'on peut penser, et qu'il est normal en fait d'avoir une phase aussi d'inconfort en tant qu'enseignant quand on attaque comme ça sur des nouveaux outils.
Mais bon, les élèves sont assez souples généralement pour comprendre que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Enfin, j'ai jamais eu trop de soucis de ce côté-là. Mais voilà, faut au moins oser se lancer. Et c'était un peu le but du webinaire, c'est de vous montrer qu'il y a des usages qui sont assez simples et qui sont assez faciles à utiliser au niveau des applications. Ouais. Hop, oubliez pas donc le site EPS Normandie sur lequel vous avez pratiquement tout. Tout est déjà en ligne. C'est des applications qu'on utilise depuis quelques années déjà. Donc que ce soit sur des vidéos YouTube ou sur des articles, il y a plein de tutoriels qui existent sur lesquels vous pourrez revenir pour vous habituer à ces applications. N'hésitez pas non plus à utiliser l'application avant chez vous. C'est en s'entraînant aussi qu'on va maîtriser un peu plus les applications. Il y a encore d'autres webinaires qui sont à venir. Donc la liste là vient du site justement PS Normandie. Donc le prochain c'est le 26 mars, mais je pense que c'est que pour les cordeaux. Et le prochain qui est pareil sur le numérique, qui est le 2 avril, juste avant les vacances, sur le partage des fichiers des élèves avec l'application Nuage, qui est l'équivalent d'iCloud ou de G-Drive, et l'utilisation aussi des QR codes, qui est très utile pour donner des liens aux élèves. Voilà, merci de votre écoute. J'espère qu'on a été assez clair et assez assez large sur les utilisations qu'on peut avoir. Voilà, on peut pas être exhaustif malheureusement, mais on a essayé d'être le plus exhaustif possible sur ce qu'on pouvait faire avec la vidéo en EPS. Les codes d'émargement, donc vous pouvez scanner le QR code avec votre téléphone et donc rentrer le code 7000 qui permet de justifier de votre présence lors de la formation. Je le laisse afficher comme ça si vous avez d'autres questions. Eh bien, on est là pour y répondre. On va rester, je pense, encore connecté. On a été un tout petit peu plus long que prévu. Ah, je vois que Sophie va peut-être prendre la main. Donc, je vais laisser le mot de la fin aux IPR. Ouais. Alors, juste, vous m'avez fait vous poser un petit lapin, les garçons. Vous m'avez envoyé un mauvais lien. Donc, c'est bravo. Donc, c'est pas grave. Donc, Désolé. En fait, merci vraiment. C'était, je vois les félicitations, elles arrivent. Non, c'est vraiment, vous remplissez parfaitement le cahier des charges, comme vos collègues, là, Jonathan et David, la fois dernière. Bravo. Merci à tous ceux qui sont connectés. Ça veut dire que, ça nous fait plaisir de voir que notre initiative de webinaire vous satisfait. Donc, merci à vous deux pour le travail fait. Je sais combien vous dites que vous utilisez longtemps le numérique, mais combien ce travail est compliqué, tout ce que vous venez de faire là, pour présenter simplement des choses que vous construisez depuis longtemps. Donc, merci à tous les deux. Et puis, merci à tous ceux qui sont connectés. On vous souhaite une bonne soirée. Et rendez-vous donc pour notre prochain webinaire. Comme l'ont dit Jonathan et Sébastien, le prochain, c'est pour les coordonnateurs et actrices des lycées. Voilà. Donc, nous, on se retrouve pour du numérique. Et puis ensuite, à la rentrée, donc, on vous a prévu un temps d'échange, qui sera sûrement un temps plus descendant parce que vous êtes nombreux à être intéressés. Les risques professionnels, se protéger et protéger les élèves. Voilà, bonne soirée à tous. Encore une fois, merci beaucoup Jonathan et Sébastien. Bonne soirée, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée. Donc on reste un peu connecté. Si vous avez des questions, même par micro, il n'y a pas de souci. Moi, je peux rester encore une dizaine de minutes sans problème. Le QR code oui, je pense que c'est le QR code pour l'émargement, parce qu'on m'avait demandé celui de Delecam. Hop. Voilà. Vous inquiétez pas, le diaporama, faut que je le pense à l'extraire et puis je vous envoie ça. Je vous enverrai un lien pour avoir accès au diaporama avec tous les liens actifs et toutes les vidéos. Faut juste qu'on revoie quelques vidéos là, qu'on finisse de flouter les visages, quelques-unes où c'est pas flouté. On peut pas diffuser en l'état. Alors non, Emeline, honnêtement, je pense pas qu'on puisse bloquer sur une vidéo. On peut bloquer sur l'accès guidé, c'est vraiment sur une application. Après, ce que tu peux faire, si tu veux vraiment bloquer une vidéo, je pense que tu peux éventuellement bloquer une grosse partie de ton écran. Ça doit pouvoir bloquer peut-être l'usage. Parce que tu peux délimiter des zones où les élèves, quand ils cliquent, ça fait rien. Moi, ça m'arrive sur des Delecam, je mets quasiment tout l'écran. Parce qu'ils ont assez l'habitude de mettre leurs doigts un peu partout. Et du coup, comme ça, ils peuvent pas cliquer un peu partout. T'inquiète pas, Sophie, c'est enregistré, donc le webinaire il sera rediffusé. La vidéo sera mise, je pense, sur le site assez rapidement.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre le micro et que ce soit audible pour tout le monde et qu'on y réponde directement. Même des petites questions techniques, hein, simplement sur l'utilisation d'une application, par exemple, qui vous aurait intéressé et vous voyez pas, vous, comment la mettre en place. On peut y répondre maintenant sans problème. Alors pour l'accès guidé, alors le problème c'est, je sais pas pourquoi sur le mien ça veut pas fonctionner, mais j'ai une mise à jour qui doit être arrivée, je pense que c'est pour ça. Mais normalement quand vous appuyez 3 fois sur le bouton Home, ça doit lancer l'accès guidé, et je crois que l'écran doit se rétrécir et vous avez des réglages sur les côtés. Ça, je crois que Jonathan, ça fonctionne sur le tien. Ouais, Sinon je chez vous ai moi ça remontré sur le fonctionne. mien. J'ai fait le test tout à l'heure. Moi ça fonctionne hein, quand je suis sur l'accès guidé. Après, moi je mets pas de limite de temps. Là enfin moi ce que je trouve efficace, c'est d'avoir un accès guidé en fait par code. En fait, tant que vous rentrez pas le code, l'accès est guidé, ils peuvent pas sortir de l'application. Ouais. Mais Pour la enlever le limite de code, temps, je crois. Ouais. non, mais Excuse-moi. peut-être le truc, c'est Ouais. sur le bouton, sur le mail, là, le bouton du milieu, vraiment appuyer 3 fois rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous laissez un petit laps de temps entre deux pressions, il reconnaît pas. Si vous faites tac 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 3 fois, là ça se déverrouille. Après la limite de temps, normalement, quand tu appuies 3 fois dessus pour le mettre en route, il te propose le début de l'accès guidé. Je crois que c'est sur le côté ou sur le haut en gauche. Il y a un truc pour régler le délai. Et moi, je le fais parce que ça m'est arrivé une fois que le code s'est mal positionné. Et du coup, j'ai pas retrouvé mon code sur le moment. J'ai dû attendre un peu longtemps avant de récupérer l'iPad. C'est un petit peu Non, embêtant. c'est bon, je pense. Là, Ouais, je crois que c'est bon là. Ouais. ouais. Ouais, pour répondre à Steve, effectivement, maintenant, faut se lancer dans les courbes. Mais faut pas hésiter, hein. Moi, la tablette, j'ai toujours sorti, elle est prête à dégainer tout le temps, en fait. Parce Et qu'il y a plein de moments. Ouais. il y a des Alors, fois, en Madeleine, fait, on l'utilise aussi et on a aussi l'impression que la tablette, parfois, on l'utilise mal. Mais en fait, non. C'est qu'en fait, comme les élèves, quand on teste une application ou on teste un support numérique, des fois, on a un laps de temps où on patine un peu. Mais je pense qu'il faut l'accepter, quoi. C'est normal, faut l'accepter et à force de l'utiliser, ça va devenir limpide et de toute façon, on est tous pareils. Hein. C'est-à-dire que peu importe, ça fonctionne de la même manière. pour répondre à Madeleine, pour aller activer l'accès guidé, faut aller dans les paramètres. Là, je suis dessus. Ensuite, tu descends sur accessibilité. Et une fois que tu as passé accessibilité, c'est quasiment tout en bas. Tu as général et accès guidé. Et donc là, tu peux régler, donc si tu le démarres, et si tu veux le raccourci accessibilité, donc faut le mettre sur oui, là celui-là, là, je l'active et le désactive. Alors au niveau Pico projecteur, non, moi j'ai un projecteur que j'utilise, c'est un projecteur normal que j'utilise d'EPS, j'en ai pas de Pico. Par contre, faut regarder, faut que les lumens s'ils soient assez élevés, sinon ça fonctionnera pas dans le noir, dans la journée, pardon. Ouais, moi moi j'utilise un picoprojecteur. Moi j'utilise celui qui est dans la dotation du Mans. Il a une qualité suffisante en fait pour un cours de PS. Mais faut pas qu'il fasse trop jour quand même. Mais, Après, ouais. Moi, pour projeter au mur, parce que je le fais dehors, j'ai pas mis la photo, mais je projette souvent en Délécam sur le mur en fait avec mon Projo. Et j'ai une petite clé USB, enfin c'est pas une clé USB, c'est une clé HDMI. C'est une clé, comment ça s'appelle? C'est pas une Chromecast, c'est une Miracast, qui permet de connecter en filaire les iPads, les Android, enfin tout d'ailleurs. Et ça projette, ça marche bien pour projeter votre écran sur le mur. Je le fais avec ça. Après, sinon il y a des clés toutes prêtes qui le font bien. Ouais.
Mais au niveau projecteur, non, c'est projecteur. D'ailleurs, on pourrait peut-être envisager pour que le pôle de compétences, là, vous fassiez une petite fiche technique là-dessus. Sur la diffusion sur un écran? Ouais. Ouais, je vais regarder parce que moi j'ai une clé Miracast depuis plusieurs années, ça marche vraiment bien. Et puis après, pour les iPads, il y a des adaptateurs. Ouais, ce serait bien parce que c'est vrai que souvent c'est les questions qu'ils nous posent. Bon bah je vais regarder à ce moment-là. Je vais essayer de faire ça. Ouais. Merci. Et puis on pourra faire une petite démonstration même de l'utilisation, moi, sans souci. Hein. Je pourrais faire une petite vidéo, une petite démonstration de l'utilisation du picoprojecteur par mes élèves sur une situation où on projette un keynote, on projette voilà une vidéo modèle par exemple en gymnastique ou en acrosport, sans souci quoi. Super idée, ouais. Merci Jonathan. Ouais, pas de souci. Voilà un exemple, par exemple, moi que je vais partager mon écran. Autoriser. Écran entier. Hop. Voilà, moi, par exemple, ce que je fais. Voilà, c'est pour ça défile, c'est pas de l'usage de la vidéo, mais l'iPad là il est branché avec le filaire sur le Projo. Et des fois je fais la même chose avec avec la vidéo de la tablette qui est diffusée sur l'écran. Par contre, l'effet foufou il est plus important, je trouve là. Les élèves font plus les fous dès que c'est diffusé. Bah, en fait, Françoise, voilà la question de Françoise pour le temps d'apprentissage. Ça prend pas plus de temps que de donner des consignes d'une situation normale, je pense. Et moi, je prends la question à l'envers, en fait. Ça m'en fait gagner après. C'est-à-dire que sur le moment, ça peut peut-être faire perdre du temps dans la mise en place, mais ça en fait tellement gagner après. Moi, j'ai vraiment des souvenirs de gym notamment, ou sur les ATR, mais des fois, en 3-4 minutes, c'est réglé. L'ATR, il est aligné, il est posé, les ouvertures de bras sont faites. Et des fois, ça prend vraiment, c'est un gain de temps phénoménal sur certaines activités. Donc, je trouve pas que ça fasse perdre plus de temps que ça, en fait. Et le temps, il est pas perdu. Il est utilisé à autre chose. Apprendre à prendre de l'information ou regarder les infos essentielles, c'est aussi important pour l'élève. En fait, je pense que le moteur, enfin peut-être pas aussi, mais presque aussi important des fois. Ouais. Moi, je le considère pas comme une perte de temps. Je sais pas, Jonathan, ce que t'en penses? Ah, pas du tout. Alors moi, je suis après, je suis un convaincu. Donc non, moi, je suis. Bon, je vais pas dire que maintenant je sais plus enseigner sans numérique, ça serait faux, mais le numérique fait partie intégrante en fait de mon enseignement de l'EPS. Par exemple, ce matin, j'étais en handball et on a fait une situation sur la création du décalage en fait en attaque et ben j'ai encore utilisé Visual Eyes en fait et directement les élèves après leur passage sur les situations prennent l'habitude de venir analyser et en fait, je pense, ça s'ancre eux dans leur façon de recevoir un enseignement de PS. C'est pas une perte de temps. Au départ, oui, de toute façon, il faut accepter au départ de perdre du temps, notamment dans la manière dont vous allez concevoir en fait vos séances. Où est-ce que vous vous placez dans la séance, tout ça. Au départ, ouais, c'est des questionnements en fait d'enseignants qu'on a, ça c'est sûr. Ça c'est inévitable. Et puis au départ, en fait, c'est faut accepter de perdre du temps sur comment se positionnent les élèves face au numérique. Voilà. D'où au départ, faut quand même assez cadrer. Le numérique, c'est pas le jouet, on va pas jouer. C'est vraiment un outil de travail. Hein. C'est vraiment un outil de travail pédagogique où on est là pour progresser. Il va nous aider à progresser. Voilà. Mais une fois que les élèves ça l'ont compris, ça se passe super bien et ils sont même déçus après quand il n'y a plus de numérique. Alors le numérique, c'est surtout ça. Ouais, c'est une question là-dessus. Le numérique, c'est un temps très court. Hein, par rapport au moteur. Il faut pas que le numérique remplace en fait tous les contenus moteurs. C'est vraiment ouais, il faut vraiment que ce soit une indication très courte d'un observable. Voilà. Il faut que ça serve d'indicateur pour pouvoir basculer en fait sur des contenus moteurs socio-cognitifs, mais faut pas que ça prenne la place du moteur parce que moi je l'accepte.
Ouais. On en a, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais il y a ce qu'on parlait, nous, on en a déjà parlé en aparté, c'est la dévolution. C'est-à-dire que tu peux avoir un atelier où les élèves vont apprendre quelque chose sans toi quasiment. C'est-à-dire que si tu as bien monté ton atelier et c'est bien construit, l'élève va pouvoir se corriger, s'auto-corriger. Si les consignes sont bien claires, l'élève va apprendre en fait à utiliser le numérique lui-même. Et toi, tu es disponible pour autre chose. Donc c'est pas un temps de perdu, hein, réellement. C'est même des fois un temps de gagner finalement, puisque c'est un temps où tu ne vas pas perdre justement avec l'élève. Il va le faire tout seul. Enfin, pour moi, vraiment, c'est plus un gain de temps qu'une perte de temps. Enfin, in fine, au bout d'un moment, on gagne vraiment du temps, quoi. Et de l'efficacité. Ouais. Et l'idée aussi, c'est de pas s'éparpiller dans les outils utilisés. Quand vous en avez deux, trois que vous maîtrisez bien, souvent, on réutilise les mêmes dans toutes les APSA. Moi, Visualize, je l'utilise partout. Donc, toutes les APSA, quasiment, il y a au moins une fois où je sors la tablette pour faire Visualize avec mes classes de mes sixièmes jusqu'à mes troisièmes. Une fois qu'on maîtrise, une fois que les élèves en fait après commencent à comprendre en fait l'utilité, en fait c'est gagné, quoi. Et si je peux me permettre, vous aurez les mêmes tâtonnements qu'au début quand vous poserez des plots sur votre terrain, où vous direz est-ce que je les mets à 2 mètres, à 3 mètres. Ce sera pareil. C'est les mêmes, ce sera les mêmes hésitations. Donc osez. Là vraiment la démonstration que viennent vous faire Jonathan et Sébastien devrait vous donner vraiment le courage d'oser. Franchement, osez et puis vous verrez, c'est vraiment pas une perte de temps. Ils ont tout à fait raison. Vous allez optimiser le temps. En fait, le temps c'est pour quoi faire. Puis faut accepter ce moment d'inconfort, il est normal, hein. Il est inhérent à toute innovation qu'on a, mais c'est pas forcément dû au numérique, hein. Dès qu'on utilise une nouvelle situation, un nouveau concept, il y a un moment de tâtonnement au départ qui est logique. Puis après ça passe, ça se met en place, hein, assez vite. Mais n'hésitez pas à les utiliser chez vous d'abord. Les applications, faut les installer et puis les tester à la maison, quoi. Mais n'oubliez pas d'effacer des vidéos avant de les montrer aux élèves. Ça peut faire bizarre. Alors, je vais faire le maître du temps. On a un cahier des charges précis qui est de pas retarder trop la vie aussi en dehors de l'EPS. Hein, donc, encore une fois, le fait que vous restiez montre que vous êtes intéressé, mais on a un cahier des charges et surtout, on ne veut pas vous prendre sur votre temps libre plus de temps qu'il ne faut. On est encore sur le temps. Donc, merci encore une fois. Et puis, soyez présents au prochain webinaire. Et puis, allez sur le site. Hein, tout ce que viennent de vous dire Jonathan et Sébastien, c'est démontré sur le site. Donc, et encore une fois, merci à tous les deux. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée. Je vais mettre fin à la